Pierre Lagrue, Silvio Matteucci, bonjour. 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 Alors vous êtes les auteurs aux éditions L'Harmattan de La Corporation des correcteurs et le livre, sous-titré Un abécédaire inattendu. Alors est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche alors que l'époque est au correcteur automatique et à l'automatisation? Alors, on a voulu à la fois témoigner, réanimer le débat, en commençant par dire que le correcteur automatique, c'est pas du tout la panacée. Ça sert beaucoup aux analphabètes, c'est utile pour débroussailler, mais le métier de correcteur, lui, a encore sa spécificité et ses professionnels de moins en moins reconnus, mais tout à fait utiles. Et en ce qui concerne l'automatisation, évidemment, tout est numérisé, maintenant l'informatique est omnipotente. Mais l'automatisation et l'informatique à tout craint, ça a surtout servi à supprimer des emplois. Notre but, c'est surtout ça, de montrer un petit peu les dégâts, les dégâts de fait, l'informatique, et puis revenir bien sûr sur l'histoire du syndicat des correcteurs, du syndicat du livre, et même du livre, à travers divers témoignages dont pourra parler Silvio avec sa longue expérience. Hein. De rouleur. Ça, on verra après. Plus tard. Oui, rouleur, ce que ça veut dire. Oui. Mais là, il faut que tu parles. Ah, ben là, Oui. oui, pour moi aussi, il me semble que nous souhaitions apporter un hommage à tous ces ouvriers du livre qui ont traversé les années, voire les siècles, puisque notre livre évoque aussi la vie dans les ateliers typographiques à partir du 18e, 17e siècle, je crois même. Voilà. Donc c'est un peu en quelque sorte aussi un livre d'histoire, mais alors avec votre Oui, sommaire, c'est vrai que vous dressez une sorte d'inventaire à la Prévert. Pourquoi avoir choisi cette forme-là? Alors, on a déjà choisi l'abécédaire parce que pour dresser l'histoire, on s'est beaucoup posé la question, mais déjà, quand commence l'histoire du livre? Ça peut commencer avec les volumens ou avec Gutenberg, l'histoire des ouvriers du livre avec la naissance du syndicat du livre. Donc, on s'est dit que plutôt que de faire une chronologie, on allait prendre des termes un petit peu spécifiques de métier ou généralistes, et en essayant de donner un ton un peu ironique à l'entrée pour parler de problèmes sérieux. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les termes du métier du livre, qui pourtant sont encore en cours. Par exemple, tout le monde ne sait pas qu'un castin, ça dit que c'est le bureau des correcteurs. Par exemple, pour toutes les réformes de l'orthographe successives qui veulent toutes appauvrir en fait l'orthographe, alors on a plutôt fait un article qui s'appelle Mort du flex, sachant que le flex, c'est l'accent circonflexe dans le jargon des typographes. Et on a fait une petite historiette comme quoi tout le monde voulait assassiner ce monsieur flex, cet accent circonflexe, pour, réformer l'orthographe vers le bas. Il y a des termes aussi de métiers tels que piéton et rouleur. Piéton et rouleur, c'est pas du tout du sport. Le piéton, c'est pas quelqu'un qui marche. C'est une question de statut dans la pratique quotidienne de la fin du XXe siècle. Le piéton, c'est celui qui était titulaire de son poste. En gros, qui avait un CDI, et le rouleur, c'était quelqu'un qui avait un CDD multi-renouvelable et qui pouvait aller un soir à l'Humanité et l'autre au Figaro. Et on évoque la vie syndicale en partant aussi d'expressions qu'on a entendues. Il y en a une que j'aime beaucoup qui avait été créée par un correcteur de la série noire qui s'appelle le gang des tractations avant. Ça veut dire que dans toutes les négociations syndicales qui se passaient, qui partaient normalement de la base vers le haut, les dirigeants syndicaux relayaient la base. Dans les faits, les dirigeants syndicaux prenaient d'abord langue avec le patron pour sceller un accord, sans vendre leur âme au diable, parce que j'en ai fait partie. Ces discussions étaient très âpres, très âpres, mais une fois qu'on s'était mis d'accord sur la solution, après, tout le reste, c'était plus du décorum. Voilà, on appelle ça le gang des tractations avant. Tu veux peut-être Oui, ajouter quelque chose? ça c'est une expression vraiment interne au syndicat des correcteurs. Ils avaient comme ça leur juste et coutume et des expressions vraiment très spécifiques. Ceux de l'extérieur, en général, ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. C'était un peu fait pour ça aussi. Voilà. Puis on est revenu aussi sur des anciennes pratiques comme chanter la copie. Chanter la copie, c'était quand on corrigeait à deux. Il y en avait un qui
qui lisait les preuves à voix haute et l'autre qui la vérifiait pour voir si c'était exactement conforme à l'original. Ouais, on a voulu faire des entrées qui soient un petit peu amusantes, mais avec original. un fond quand même assez... un vrai fond, quoi. Mais on veut pas par les titres rebuter le lecteur, on veut l'amuser. On veut l'amuser comme une sorte d'inventaire à la Prévert, c'est pour ça. Et On veut l'amuser, le faire entrer dans notre réflexion. Et l'informer en l'amusant. Bon. Voilà, c'est absolument ça. Alors vous écrivez dans votre livre que derrière les mots MOTS se cachent des mots MAUX. Que voulez-vous dire par cette formule? Ben, en fait, c'est-à-dire que la société du 21e siècle est en pleine mutation et vraiment la numérisation, on ne peut pas critiquer la numérisation à outrance, mais elle prend elle prend le pas sur tout. Et toujours dans notre inventaire à la Prévert, on a intitulé une historiette L'assassinat du demi-quadratin. C'est pour dire qu'en fait, tout l'héritage de la typographie très précise, le demi-quadratin, c'est une espace fixe qu'on mettait en début de paragraphe. Tous les logiciels de mise en page automatique l'ignorent, ont détruit tout le savoir-faire des typographes et en fait tout le monde s'improvise maintenant correcteur, mathétiste et c'est vraiment un appauvrissement du métier. C'est un appauvrissement social du métier, surtout la dégradation des conditions de travail. Et je reviendrai plus tard sur le statut, mais tu vas peut-être nous dire quelques mots, Silvio, sur le télétravail, sur toute cette numérisation qui est un petit peu insupportable. Oui, enfin bon, moi j'ai été, dans mon expérience, j'étais rouleur. J'étais pas comme Pierre. Pierre était en pied, on peut dire, dans une maison d'édition, l'Encyclopédia Universalis, pour ne pas la nommer, et il avait un haut poste de responsabilité, puisqu'il avait sous ses ordres l'ensemble, toute l'équipe des correcteurs et traducteurs. Et donc, moi, j'étais un habitué du syndicat et rouleur. Et donc, je me rendais régulièrement au syndicat, à la permanence du bureau de placement du syndicat, en attente qu'on m'envoie dans tel ou tel titre pour y accomplir un service, qu'on appelait un service. Donc, c'était une pige. En journalisme, on appelle ça une pige. Là, c'était un service qui, généralement, dans l'ensemble des titres de la presse parisienne, durait 6 heures. C'était des piges de 6 heures, en fait. Excepté au journal officiel où ça pouvait être un doublage. Alors à ce moment-là, c'était 3 heures de plus, à savoir une nuit entière, quand c'était l'équipe de nuit, de 21h à 6h du matin. Voilà, ça pouvait être comme ça. Donc c'était une machine qui roulait quasi en permanence, puisque le journal officiel, qui était un des gros castins de la presse parisienne, et une réserve d'emploi pour le syndicat des correcteurs, entre parenthèses, la plus grosse réserve même. Et donc tournait sur 3 équipes de 6 heures, ce qui fait que c'était 18 heures en continu, une équipe du matin très tôt, une équipe de l'après-midi et une équipe de la nuit. Voilà. D'ailleurs, au journal officiel, c'est une anecdote qu'on raconte dans notre livre, c'est un article, il y avait le chameau. Le chameau qui était, lui, chargé, qui lui ne travaillait pas directement sur les textes, qui distribuait le travail pour le répartir de manière égale entre tous les correcteurs, pour qu'il n'y en ait pas un qui ait une grosse pile et un qui ait une petite pile, et il donnait des jetons, des bouchons selon les époques. Voilà, là c'est ambiance journal officiel, des textes, des décrets et des lois de la République. Voilà. Il faut dire que oui, le chameau donc allait récupérer les copies à l'atelier des typos qui étaient mitoyens, et donc il répartissait ça parmi les correcteurs qui étaient dans leur box bien concentrés, enfin le plus possible. Et en fait, il y avait
il y avait toute une vie dans les entreprises de presse et d'édition autour du casse-pain. Il y avait des typographes qui composaient, les correcteurs qui corrigeaient, en amont bien sûr les rédacteurs qui écrivaient. Il y avait toute une interaction entre ces différentes professions qui maintenant est en train de mourir, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc voilà. Et c'est pour ça un petit peu le but de déplorer ça. Et pour parler du statut du correcteur, on voulait rappeler qu'il a été totalement divers, puisqu'on pouvait être soit... Moi j'ai eu 7 statuts au sein de la même société, donc l'Encyclopédie Universalis. Je suis rentré comme employé à domicile et je suis sorti comme cadre dirigeant, cadre de direction, assimilé au patronat. Et j'en ajouterai un 8e chômeur, puisqu'ils ont fini par me virer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais dans toute cette gamme de statuts, il y avait les ouvriers du livre qui finalement avaient le statut le plus favorable. Curieusement, malgré cette appellation d'ouvrier, c'était le statut le plus favorable, et le moins favorable était celui des travailleurs à domicile, qui étaient payés à la tâche, au bon vouloir de l'employeur. Et maintenant, c'est encore pire avec la création du statut d'auto-entrepreneur à la fin des années 2000. Tous les patrons d'édition de presse périodique, à chaque fois que c'est possible, ils ont licencié leurs salariés et les ont contraints à prendre le statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire c'était soit ça, soit plus de boulot. Et du coup, effectivement, toutes ces charges sociales retombaient sur le dos de celui qui travaillait, et plus il n'était plus à la charge de l'employeur. Et ce statut d'auto-entrepreneur qui se répand partout, c'était une vraie plaie. Comme le télétravail dont on parle beaucoup maintenant, puisqu'il paraît que ce serait une amélioration du cadre de vie et des conditions de travail. Dans les faits, c'est pour que chacun soit isolé dans son coin et qu'il n'y ait plus d'ambition collective, et que chacun fasse uniquement ce qu'il a à faire, et qu'il n'y ait plus de force revendicative, plus de mobilisation des gens. C'est ça, tout ça, c'est vraiment dû à la dématérialisation, à la mauvaise utilisation de la dématérialisation, et à une volonté politique qui est encore plus visible depuis quelques semaines, mais qui existe depuis des décennies. Voilà. Bah, oui, et quant à la presse parisienne, c'est encore plus tragique. Il n'y a plus de correcteurs. Voilà, ils les ont carrément. Il en reste quelques-uns, il en reste quelques-uns, mais ils ont été divisés par 10. Ils ont été divisés, oui, considérablement. Enfin, en tout cas, oui, c'est le cas du journal officiel dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a plus de journal officiel, d'abord, il a été complètement dématérialisé. Le papier n'existe plus depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, c'est pas très vieux d'ailleurs, c'est assez récent. Oui. Et il doit rester, je ne sais plus trop quoi, combien, enfin, quelques correcteurs en place. Oui, très peu. Très peu, alors qu'à la fin des années 80, il était 120. Oui, alors oui. Donc ça a été. Ça représentait. Assez vite. Et maintenant, disons que la majorité des éditeurs de livres ou de journaux, et surtout les médias, Internet et la télé, la forme, ça passe vraiment au second rang. Mais quand on analyse un petit peu, ce rejet de la forme, c'est aussi, ça sous-tend un manque de fond. Les informations maintenant à l'heure de Twitter, de Facebook et des réseaux sociaux, un tweet, ça a la valeur d'une dépêche AFP dans le temps. On donne un petit exemple où une journaliste de la BBC avait annoncé la mort de la reine d'Angleterre par un tweet. Ça avait été repris dans le monde entier sans que personne vérifie. Et ce rejet de la forme, enfin cette négligence vis-à-vis de la forme, ça s'accompagne vraiment d'une négligence vis-à-vis du fond. Voilà.